Alors, Madame Pagé, vous avez été administrateur de la Caisse pendant plusieurs années jusqu'à devenir présidente en 89. Pendant ces années, euh, quelles ont été vos principales réalisations? Quel a été votre mandat à la Caisse pendant les années 80? Alors, moi, j'étais administrateur de 82 à 90. Et la dernière année, j'avais relevé le défi de la présidence, donc 89-90. Donc, je vais vous parler des années 80 parce que la dernière année, ça n'a pas été très long comme mandat de président, hein, parce que la vie avait fait que je changeais vraiment et que mon patron de l'époque, qui était directeur général de l'établissement, m'avait dit, ben là, tu peux pas faire les deux. Puis j'avais dit, oui, c'est vrai. Puis comme je devais gagner ma vie, alors j'ai pas poursuivi longtemps mon mandat de président. Mais pendant les années 80, ce qui a marqué les années 80, ce ne sont pas des réalisations personnelles. Ce sont des réalisations du comité de direction, du conseil d'administration, du comité exécutif, mais surtout de tous les pharmaciens qui ont appuyé la Caisse à ce moment-là. C'était les années où on a eu la chance de vraiment connaître un développement de la pratique pharmaceutique hospitalière. Grâce à des changements législatifs, mais les changements législatifs, la vie est ainsi faite que la loi suit souvent ce qui se passe dans la pratique. Donc, c'est parce que les pharmaciens s'étaient impliqués de plus en plus dans les services pharmaceutiques, au-delà de la distribution, pour développer des services. Et mes collègues précédents que vous avez rencontrés ont dû vous en parler aussi. Au moment où les pharmaciens ont commencé à sortir de la pharmacie, se sont impliqués auprès des services, en consultation, en commentaire auprès des médecins, des infirmières notamment. On a développé ce qu'on a appelé assez rapidement la pharmacie clinique et après ça, la loi a consacré ça en créant notamment le grand bout, c'était les CMDP, l'admission, la transformation des CMD en CMDP dans une loi qui était, si ma mémoire est bonne, le projet de loi 27. On était allé en commission parlementaire et ça avait été tout un événement. Ça, c'était un fait marquant dans ma carrière. On est allé présenter un mémoire à la commission parlementaire à ce sujet-là. On est allé souvent en commission parlementaire. La Caisse a toujours été une association très, très active pour conseiller le gouvernement. Les commissions parlementaires sont des instruments démocratiques pour conseiller le gouvernement avant d'adopter des lois. Donc, oui, c'est pas toujours facile, mais c'est des instruments très importants. Il faut toujours prendre le temps ça nous demande des efforts. Hein. Puis à ce moment-là, à la Caisse, on n'avait pas de permanence. C'était donc chacun des membres du comité administratif ou du conseil d'administration qui était habile et qui se mettait à écrire des documents et qu'on peaufinait tous ensemble. Donc, on allait en groupe présenter ça. Donc ça, c'était des moments très importants de cette période-là. Donc la création des CMDP, la création des départements de pharmacie, la nomination des chefs de département, qui devenait une consultation. Les pharmaciens étaient consultés. Pardon, les autres chefs de département dans un établissement étaient consultés. Le CMDP, globalement, était consulté. Là, il y avait une nomination par le conseil d'administration. Ce n'était plus un cadre choisi uniquement par la direction. Ça donnait une légitimité assez étendue et on avait beaucoup de... Comment je dirais ça, non? On avait beaucoup d'hardiesse parce que on n'avait pas trop de complexes, puis on y allait, puis on s'assoyait autour des tables de chefs de département. Moi, je me souviens de ma première rencontre, le chef de département de chirurgie, qui pourtant était quelqu'un dans la vie que je côtoyais beaucoup dans le travail, mais qui s'était assis à côté du DG, il a dit, qu'est-ce que madame fait là? Puis là, le DG avait dit, ben madame est chef de département, donc c'est normal qu'elle soit ici. Alors ça, c'est une petite anecdote, mais moi, je ne m'étais pas posé de questions. Il y avait une réunion de chef de département, j'ai reçu l'invitation. On a tous fait ça. Et ça, c'était la même chose aussi quand on allait aux réunions du CMDP, aux assemblées générales. Plusieurs d'entre nous avons été membres de l'exécutif des CMDP. Il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais vous comprendrez que dans les années 80, là, c'est un grand pas. Oui, on faisait un grand pas, c'est un grand pas. Mais c'était, dans le fond, on concrétisait ce qu'on faisait tous les jours. On sortait de nos pharmacies. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, puis mes collègues aussi de la même époque, on fait partie des premières équipes d'oncologie qui se présentaient à la clinique d'oncologie, qui aidaient les médecins, qui aidaient les infirmières et qui étaient en contact avec les patients. La même chose en gériatrie. Les premières équipes multidisciplinaires de gériatrie, c'était dans les années 80.
pas juste pour nous autres, les pharmaciens, là, mais c'était la première fois qu'il y avait des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux, puis des pharmaciens autour de la même table pour discuter des cas et d'essayer de faire des plans de traitement avec des objectifs, tout ça, et on suivait ça de façon très sérieuse. C'était vraiment très, très intéressant. Aujourd'hui, c'est normal parce que probablement que les jeunes qui travaillent en milieu hospitalier prennent ça pour acquis, mais il y a 30 ans, c'était tout nouveau et vraiment, on avait à faire nos classes. La formation continue obligatoire est devenue obligatoire dans le sens qu'on avait formellement des journées. Chaque pharmacien avait des journées qui devaient dans l'année consacrer à de la formation continue. Il était rémunéré, il était libéré. Donc, et ça demandait à tout le monde, dans le fond, de mettre l'épaule à la roue, hein, parce que c'était chacun notre tour et ça voulait dire changer les horaires, tout ça. Donc, ça a été aussi des grands jalons de l'époque des années 80 pendant j'étais au conseil d'administration et après aussi comme président. Un autre des grands enjeux, ça a été la première fois qu'on a pu négocier formellement une entente de travail au nom de tous les pharmaciens. Pour les gens qui connaissent l'histoire, et vous en êtes, Mme Marando, de la formule RAND, vous savez qu'avant, il fallait au moins que chaque personne signe un désir de faire partie d'une association pour négocier ses conditions de travail. Et là, on avait fini par obtenir la formule RAND, donc 50 plus 1, et c'était facile à l'obtenir pour la thèse, mais enfin, on a été reconnus, on a eu un comité de négociation, on a été les vis-à-vis syndicales, si on veut, du gouvernement, du comité patronal. Et j'ai fait partie de ce comité-là. J'ai donc passé une été, parce que ça s'est passé beaucoup l'été, à voyager à Québec et notamment avec Roger Leblanc, je passais le prendre à Trois-Rivières, puis la 40 n'était pas encore ouverte complètement entre Champlain et Québec et Donnacona. Mais je l'ai vu fait longtemps. Aujourd'hui, on ne pense pas que la 40 n'a pas toujours existé, mais dans notre cas, c'était vrai. Et on est allé à Québec et on était... ça a été une expérience, ça, j'oublierai jamais ça de ma vie, parce que c'était vraiment un apprentissage à faire. C'est une expérience personnelle, mais professionnelle très, très importante. On avait un avocat qui était notre conseiller juridique. Après ça, il y a eu un conseiller en relations industrielles qui a travaillé avec nous et bâtir notre demande. Il fallait faire ça et ça a été vraiment une expérience. Après ça, la négociation, le jeu de la négociation, que je trouvais pas toujours très amusant personnellement, parce que moi, je suis pas quelqu'un de très patiente, je l'ai jamais été, et je trouvais que des fois, mon Dieu, on savait ce qu'on voulait, les autres, ils savaient ce qu'on voulait, mais ça nous prenait 3 jours pour en parler. Je trouvais ça très difficile, mais c'est mon tempérament personnel, là, c'est pas un reproche, mais c'est les règles de la négociation, et ça m'a servi après ça toute ma vie, dans toute ma carrière. Je pense que les gens qui ont la chance de participer à une expérience comme ça devraient le faire. Même encore aujourd'hui, quand la PES fait appel à des contributions des pharmaciens pour les comités de négociation, j'espère qu'ils n'ont pas de misère à trouver de monde. Parce que c'est une expérience très, très valorisante et c'est une expérience de vie, avoir la chance de participer à ça. Donc, cet été-là, parce que ça s'est passé l'été 85, on a fait, et on a eu la chance d'avoir à la fin de cette période-là une entente de travail qui était assez bien structurée, qui reconnaissait pas à nos yeux qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on souhaitait, évidemment, surtout pas en conditions salariales, puis je pense que c'est encore pas réglé, et ça, j'en suis bien malheureuse. Mais ça s'est amélioré au cours des ans, mais c'était vraiment une expérience très enrichissante, et je pense que les pharmaciens étaient très fiers d'avoir obtenu ça. Donc, pour nous, ça a été une expérience très, très importante. Cette entente de 1985 a été cruciale dans le développement de la PES. Ça a favorisé l'expansion de la PES par la suite. Mais parlez-nous un peu quelles étaient les demandes des pharmaciens à l'époque, quels étaient les défis, les obstacles, il y en a eu plusieurs, et quels ont été les acquis pour les pharmaciens? Les acquis, j'en ai parlé tantôt, c'était la formation continue standard, je veux dire comme obligatoire. En tout cas, un espace. Oui, on libérait. On reconnaissait que les pharmaciens avaient besoin d'une formation professionnelle continue pour améliorer leur travail. Donc ça, là, ça a été un gain, plus le gain syndical, entre guillemets, là, de pouvoir négocier au nom de tous les pharmaciens. C'était le premier acquis. Et après ça, dans les conditions de travail, notamment la formation continue, une certaine bonification de nos conditions de travail là, qui
n'était pas à nos yeux suffisante. À ce moment-là, on avait déjà proposé des choses au ministère qui sont toujours pas réalisées, mais qui sont encore d'actualité. Cet hiver, quand je vous ai rencontré, on vous en parlait encore et je me suis dit, mon Dieu, 30 ans plus tard, c'est encore des enjeux qui restent. Mais c'est correct, le Rome, c'est pas passé en un jour. Donc ça, c'était les plus grands acquis, je vous dirais. J'ai pas relu la convention, là, je pourrais, malheureusement, j'ai pas fait cet exercice-là, je peux pas vous dire les petits détails, mais c'était les grands acquis. Ça a été aussi, comme je vous disais, formaliser, de s'assurer que le chef de département était recruté, était sélectionné selon les mêmes modalités que les chefs de département. Ça n'a pas été dans l'entente de travail, mais on a obtenu ça. C'était un corollaire parce qu'après ça, ça a été dans la loi. OK, mais c'était des enjeux qui étaient négociés, dont on discutait à la table de négociation, même si ce n'était pas des enjeux de négociation. Et ça, c'était important pour nous aussi. La loi avait été passée ou a été modifiée à peu près à ce temps-là, je pense. Là. Et donc, c'était des grands enjeux. Les autres enjeux, c'était ce qu'on avait essayé d'obtenir et ce qu'on n'avait pas obtenu, c'était d'avoir des pharmaciens, un minimum de pharmaciens par établissement, et que ça s'applique aussi dans toutes les missions des établissements. Parce que là, c'était encore, on avait encore beaucoup le relais pharmacien d'hôpitaux, alors que les pharmaciens qui travaillent en établissement, même si la PES, c'était déjà l'association des pharmaciens d'établissement, donc ça impliquait toutes les autres missions, mais c'était pas si simple que ça de dire qu'il devait y avoir des pharmaciens en CHSLD. Il y en avait, mais on essayait d'obtenir un nombre minimum, etc., d'avoir du personnel, d'avoir aussi du personnel technique qui nous supporte correctement, des pharmaciens dans les autres missions, comme les CLS à ce moment-là. Cette entente-là s'appliquait seulement aux pharmaciens d'hôpitaux en 1985. Oui. Par la suite, comment les pharmaciens des centres, des CHSLD c'est parce que les pharmaciens de CHSLD à ce moment-là, puis c'était des centres d'accueil, hein, il y avait des hôpitaux de soins de longue durée, puis il y avait des centres d'accueil. Après ça, ça a été remanié en devenant des centres d'hébergement de soins de longue durée, et il y avait les CLSC. Il y avait 3 regroupements d'établissements. Donc, un pharmacien qui travaillait en CHSLD, dans le centre d'accueil, l'établissement ne faisait pas partie de l'AHQ. Nous, la partie patronale était la partie de l'AHQ. Donc, ce qu'on essayait d'obtenir, c'était que l'entente qu'on obtenait pour les pharmaciens d'hôpitaux s'applique aux pharmaciens qui travaillaient dans les autres missions. Il y en avait en CHSLD, en centre d'accueil, mais il n'y en avait à peu près pas en CLSC, là, ou en tout cas, s'il y avait des pharmaciens qui n'étaient pas là comme pharmaciens. Ils pouvaient faire d'autres choses, mais à ma connaissance, il n'y en avait pas. Donc, c'était ça aussi un enjeu de négociation. D'obtenir que l'AHQ soit aussi, mais ça, c'était le problème des associations d'établissements, mais nous, c'était une de nos revendications. Et après ça, c'est devenu le cas parce que faire une négociation, entre guillemets, ça coûte cher, même pour une association d'établissement. Donc, les associations d'établissement se sont regroupées et il y a pu y avoir une seule négociation. Ce qui a amené l'intégration à l'ensemble des après ça, ça s'est plus discuté. Aujourd'hui, c'est plus une question puisque tous les établissements, à l'exception des établissements à caractère sociaux, là, tous les établissements sont regroupés dans une seule association. Donc maintenant, mais cet enjeu-là était majeur. Là, à ce moment-là, il y avait 3 associations d'établissements. Madame Pagé, vous avez été la première femme présidente de la PES. Pourtant, c'est étonnant, puisque la pharmacie hospitalière a toujours été un domaine féminin. Comment expliquez-vous le fait que les femmes étaient peu nombreuses dans l'administration de la PES et que ça a pris près de 30 ans pour avoir une première femme présidente? C'est difficile d'avoir une seule explication. Hein. Il y a toujours eu des femmes, effectivement, en pharmacie d'hôpital. Hein. La pharmacie d'hôpital s'est amorcée beaucoup avec les religieuses qui étaient pharmaciennes et donc qui ont participé à la formation des premiers regroupements. Après ça, il y a toujours eu beaucoup de femmes. Il y a eu des femmes au conseil d'administration des différentes associations. Je pense que c'est un concours de circonstances. Puis vous savez, il y a 30 ans aussi, c'était vrai, les pharmaciennes aussi avaient des enfants, voulaient consacrer du temps à leur famille. Moi, ça n'a pas été le cas, j'ai pas eu d'enfant, donc j'avais plus de temps libre et j'ai eu probablement...
Mais je vous l'ai dit aussi tantôt en commençant l'entrevue, j'ai eu la chance mon premier patron, c'était Yves Cauchon. Donc, pas mon premier patron pharmacien parce que j'avais travaillé comme étudiante dans un autre service de pharmacie, mais à temps partiel les fins de semaine. Mais mon premier patron, je travaillais dans une équipe de pharmaciens, c'était Yves Cauchon, qui était à ce moment-là président de ça s'appelait la SPPH. Et je pense que vous savez, on apprend beaucoup par mimétisme. Hein? C'était de voir cet homme-là, d'entendre parler aussi, d'aller au congrès. Pour M. Cauchon, c'est important que ces pharmaciens participent aux différentes activités. Et ils s'organisaient pour qu'on puisse être libérés, tout ça. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis intéressée à cette forme-là de gestion, parce qu'on faisait ça, puis, vous savez, on faisait ça bénévolement. Hein? Donc, c'était en plus de notre travail. On a toujours continué à travailler, à faire nos heures de travail, puis on faisait ça. Quand on avait une rencontre, puis on devait se déplacer dans le jour, ben c'est sûr qu'on changeait notre horaire, puis on faisait un soir de plus, ou on faisait une fin de semaine de plus. Donc, c'est sûr que c'est une question d'organisation, de travail et de vie, de temps de vie. Moi, je laisse. Probablement que c'est un peu comme ça que c'est arrivé, mais il y avait d'autres femmes au conseil d'administration, il y en a eu d'autres avant moi. Pourquoi moi, présidente, c'est qu'à un moment donné, quand M. Schubert était président et a quitté la pratique hospitalière, là, évidemment, c'est posé. J'étais trésorière de l'association depuis déjà plusieurs années. J'avais succédé à François comme trésorier. Donc, je faisais partie du comité exécutif depuis plusieurs années. Et mes collègues m'ont demandé est-ce que tu accepterais ce mandat-là. Et j'ai accepté. Donc, c'est tout simplement aussi simple que ça, et à la fois aussi. Mais ça a été aussi une expérience très, très intéressante comme présidente. Mais vous savez, les présidents de la PES, puis ça, c'est sûrement vrai aujourd'hui. Moi, j'ai fait partie à ce moment-là aussi, dans ces années-là, on a créé une permanence. On a engagé le premier DG, la première secrétaire en permanente. Parce qu'avant ça, c'était les secrétaires des présidents ou des secrétaires des services de pharmacie, des départements de pharmacie qui faisaient un peu tout du bénévolat aussi. Et on a engagé une première secrétaire. Après ça, ils ont engagé on a engagé un premier DG. Et c'était donc créer une permanence. C'était aussi une façon d'assurer la stabilité, de faire accomplir des tâches par du personnel qu'on pouvait diriger, et donc de libérer un peu les personnes. Et ça s'est passé fin des années 80, début des années 90. C'était aussi une autre. Mais c'était rendu nécessaire, on était de plus en plus nombreux. Et vous savez, moi j'ai participé souvent à des envois massifs de correspondance. On se réunissait ce soir, on mettait du papier dans des enveloppes et on timbrait ça, puis on envoyait ça, on partait avec nos caisses pour les mettre à la poste le lendemain. Donc, on était, c'était normal à un moment donné dans l'évolution de l'organisation d'assurer une permanence, un secrétariat, pour justement assurer toute cette partie-là importante du travail, parce qu'on en avait, et comme on devenait des interlocuteurs de plus en plus sérieux du ministère et des associations détachants et de l'ordre des pharmaciens. Vous savez, l'association a toujours travaillé avec de conjointes à l'ordre, participait aux instances de l'ordre, participait au comité de l'ordre et on parlait aux autres associations. Donc, on avait aussi, on participait aux activités de la Société canadienne des établissements des pharmaciens d'hôpitaux et on encourageait les pharmaciens à passer les examens canadiens, tout ça. Donc, on avait des relations publiques, si je peux m'exprimer, de plus en plus élaborées. Même la Fédération internationale pharmaceutique, on participait, de mes collègues allaient au congrès, etc. Donc, on avait de plus en plus on rayonnait. Et ça, ça peut se faire, mais ça peut se faire avec aussi un support permanent. Et c'est ça que la permanence a permis aussi avec l'arrivée d'un premier directeur général.